Après notre tout premier épisode consacré à la cathédrale de la capitale périgourdine, nous revenons à Périgueux pour nous attaquer à un autre bâtiment religieux, l'église Saint-Martin. Située dans le quartier de la Gare, elle se distingue assez facilement parmi les habitations à l'aide de ses deux hautes tours. Petite église trop souvent oubliée des touristes, nous allons la remettre à sa juste valeur. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Secrets d'église. En 1192, c'est une bulle, c'est-à-dire un document officiel du pape, ici Célestin III, mentionne pour la première fois une église dans les faubourgs de Saint-Martin, à l'ouest du Puy-Saint-Front, ancien nom de Périgueux. A noter qu'à l'époque, le faubourg Saint-Martin se situe à l'extérieur des remparts du Puy-Saint-Front, d'où la nécessité d'avoir une église. À côté de l'église Saint-Martin se trouve aussi une église prieurée appelée Saint-Martin et Saint-Cybard. Au XIIIe siècle, l'église Saint-Martin devient paroissiale pour une partie du faubourg. Les guerres de religion endommagèrent l'église et il faudra attendre environ un siècle pour la voir restaurée. Durant cette période, où l'église est laissée à l'abandon, l'office est tenu dans la cathédrale qui, à l'époque, attention, n'est pas Saint-Front, mais Saint-Étienne de la Cité, c'est-à-dire la première cathédrale du diocèse. En 1688, l'église est dite dans un bon état. Et en 1693, une visite épiscopale dira même un sanctuaire bien lambrissé. Cependant, la Révolution commet des dégâts et transforme l'église en magasin, puis en poste à chevaux et même en garage automobile, et ce jusqu'en 1926. À partir de 1863, une petite église en bois est utilisée, mais rapidement détruite à la suite d'un incendie. En 1860, un projet est signé afin de construire une église digne de ce nom. C'est Alexandre-Antoine Lambert qui est chargé de la construction. Architecte assez chevronné, vu qu'il avait déjà travaillé avec Paul Abadie sur la cathédrale Saint-Front. Lambert ne commence le chantier que 10 ans plus tard, en 1870. Cependant, les travaux s'effectuent assez rapidement, et la première messe de Noël est célébrée en 1874. En 1899, le bâtiment est totalement achevé, avec la pose de vitraux par Henri Feur. D'ailleurs, fun fact, mais pour financer l'élévation de l'édifice, l'abbé Pierre-Paul Cyprien Polydore voyage dans toute l'Europe. Ses récits, édités en livre, lui permirent de récolter assez de fonds pour l'église. Il est d'ailleurs enterré dans l'église. Ce qui est fascinant avec cette église, c'est qu'elle a une façade assez unique à Périgueux. À savoir, elle possède deux tours d'environ 30 mètres, ce qui en fait quelque chose de très particulier. Ce qui est aussi sympa avec cette église, c'est le square qui est autour de celle-ci. Le square Saint-Martin, où vous pouvez promener votre chien ou emmener vos enfants jouer sur l'aire de jeu. Et comme vous pouvez le voir avec l'extérieur de l'église, l'intérieur est tout aussi sombre. Et là encore plus vu qu'il y a des nuages dehors, donc, et parce qu'il pleut. Comme beaucoup d'églises romanes, et pour le coup ici byzantines, nous pouvons observer de très belles coupoles avec de très belles décorations. Il n'y a pas grand chose dans cette église, pas d'œuvre d'art spéciale ou quoi que ce soit d'autre, une relique quelconque. En revanche, nous pouvons observer un petit panneau sur l'historique de l'église, ce qui fait toujours plaisir. Mais avant qu'on monte dans le clocher pour aller voir la partie la plus intéressante à mon sens, nous aimerions vous parler de l'orgue. Le premier orgue connu date de 1911. Il ne fut pas construit exclusivement pour l'église, car il provient du grand séminaire de Périgueux. En 1933 est inauguré un nouvel orgue, tout neuf. Sa cérémonie d'inauguration fut, de ce qu'on dit, grandiose. Cet orgue comprenait 28 jeux sur 3 claviers. Pour ceux qui ne le savent pas, les jeux d'un orgue sont des sortes de touches qu'un organiste tire afin d'obtenir des timbres de sons différents et variés. L'orgue de Saint-Martin est malheureusement tombé en décrépitude et n'a pas été restauré, malgré un projet de restauration qui n'a jamais abouti. Maintenant, vous avez vu un peu l'état de délabrement de l'orgue qui est très avancé, nous allons pouvoir monter au clocher.
Avant de monter au clocher, juste, nous tenions à montrer un petit détail, pour le coup très intéressant, à savoir une ancienne plaque pour monter les cloches. En effet, à l'époque, pour faire monter des cloches de plusieurs centaines de kilos, voire de plusieurs tonnes parfois, il fallait faire un trou dans le clocher et avec un système de palan, c'est-à-dire un système de poulie, on tirait les cloches à la force des hommes, un exercice donc assez périlleux, vu que si les hommes lâchaient, la cloche tombait.
L'église de Saint-Martin comporte donc 3 cloches. Elles furent fondues à différents moments, on va dire, par la même fonderie, à savoir la fonderie Vautier. Et là, je vais juste mettre un stop parce que la fonderie Vautier, c'est une étape importante dans le patrimoine campanaire en Dordogne. La fonderie Vautier est née dans la deuxième moitié du 19e siècle à Saint-Émilion, en Gironde, que vous connaissez peut-être pour ses vins très célèbres. Et elle fut fondée par Antonin Vautier et prospéra jusqu'en 1913, à la veille de la Première Guerre mondiale, avec Émile Vautier. Et il y a eu donc 2 générations de fondeurs, mais cette fonderie a fait énormément de cloches pour la Gironde, la Dordogne, le Lot-et-Garonne et la région plus généralement. Et leur plus grosse réalisation, on peut compter le bourdon de l'église Notre-Dame de Bergerac, que nous espérons faire un jour, les procédures sont en cours. Nous sommes donc ici dans la chambre des cloches, avec la cloche numéro 1 ici, et la cloche numéro 3 là. Ceci dit, ce ne sont pas les plus vieilles. La plus vieille est au-dessus. Celle-là, elle date de 1874 par Antonin Vautier, alors que les 2 autres, ici, furent fondues en 1901 par Émile. Quelque chose de très typique avec la fonderie Vautier, c'est ces fameux jougs en rétrograde. Ces jougs rétrogrades permettent à la cloche d'avoir moins de vibrations sur le beffroi. Ainsi, le battant ici ne bougera pas, comme vous pourrez le voir tout à l'heure. En tout cas, il ne bougera moins, et ainsi la cloche prendra moins d'espace. Parce que je ne sais pas si vous le voyez, mais le clocher ici est très étroit, et donc pour gagner un maximum d'espace, on a mis ces 2 cloches en rétrograde. En revanche, celle qui est là-haut, elle est en lancer franc. Nous tenons à remercier sincèrement l'abbé de Berru pour l'accès au clocher, pour nous avoir fait sonner les cloches, les solos et le plénum. Nous remercions aussi Fabrice pour nous avoir accompagnés dans le beffroi. Et enfin, nous vous remercions d'être restés jusqu'au bout et nous vous disons à très bientôt pour un futur épisode de Secret d'Église. Aussi, actuellement, nous sommes en train de monter un site internet Secret d'Église, donc où vous pourrez voir toutes nos aventures campanaires, des photos inédites, les solos des cloches, parce que on ne les mettra pas entièrement dans les vidéos, mais si vous voulez les retrouver entièrement, vous pourrez les avoir sur le site. Vous aurez une carte avec toutes les visites que nous avons faites. Vous aurez aussi des choses concernant la campanologie en général, que ce soit les modes de sonnerie, les tableaux de commande, etc. Enfin bref, le site est en plein lancement, enfin il n'est même pas fini, et on ne sait même pas quand est-ce qu'il sortira, mais on y travaille. Mais voilà, il sortira un jour et nous tenions à vous préciser. Et à partir du moment où le site sera en ligne, les descriptions de nos vidéos seront quasiment vierges, il n'y aura plus les descriptions techniques des cloches, vous devrez aller sur le site pour les retrouver. Je vous rassure, le site sera gratuit.